Bonjour, ravi de vous retrouver pour Lumière Intérieure. Cette semaine, j'ai la joie d'accueillir un jeune auteur, compositeur, chanteur qui s'est fait connaître au moment du confinement avec comme premier titre Coco, c'était en 2020, Héloïse qui a été un gros succès, 2020 également, Monsieur Papillon, 2023, il est juste à côté de moi, Monsieur Disco, 2023 également. Et depuis 2025, j'aime et surtout son premier Olympia. Enfin, c'est un jeune artiste en pleine ascension. Je vous propose de le découvrir. Sauvant est avec nous. Bonjour Sauvant. Bonjour. Je me suis peut-être un peu trompée dans l'ordre des titres, Non, mais c'était à peu près ça. C'était très... c'est ça tout à dans fait l'ordre. ça, c'était exactement ça. Sachant Bravo. qu'il y a le nom des titres et il y a les EP. Voilà, qui sont... Extended Play. Exactement, c'est des en petits anglais, albums en fait. C'est des petits albums Voilà, de 4-6 exactement. titres. Exactement. Bonjour Sauvant. Bonjour. Ravi de vous accueillir sur KTO. Merci de m'accueillir. Sauvant, c'est votre nom de scène. Exactement. Je ne suis pas la première à vous poser la question. Votre vrai nom, c'est Louis de Sauvant d'Aramon. Oui, Louis d'Aramon. Louis d'Aramon. Voilà. Sauvant, Il n'y c'est avait pas Sauvant Non, Sauvant, c'est le nom de ma mère, c'est pour ça. Le nom de famille de votre mère. Oui, voilà, exactement. Donc on m'appelle Louis d'Aramon. On vous appelle Louis ou on vous appelle Sauvant On maintenant? m'appelle Louis. On vous appelle Louis? Ça dépend quand. Mais normalement, on m'appelle Louis. Enfin, quand je suis sur scène, on m'appelle Sauvant, mais c'est quand même plus rare. Pourquoi ce nom? Pourquoi le choix du nom de votre maman? Je pense que... Ouais, il y a toujours la théorie des actes manqués, évidemment, mais bon, à l'époque, en tout cas, je pense que quand on choisit un pseudo, on se pose quand même pas beaucoup de questions. Et à l'époque, c'était juste mon autre nom. Et donc, puis je trouvais que ça sonnait bien. Et donc, je me suis dit que c'était un bon choix. Mais j'ai pas beaucoup plus réfléchi que ça. Après, c'est vrai que je pense que je suis très proche de ma mère, en tout cas émotionnellement, artistiquement. C'est aussi une artiste. Donc voilà, c'est certainement aussi un acte manqué. Un hommage à votre maman. Il y a d'ailleurs un de vos titres qui lui rend hommage aussi. Oui, c'est le titre La Belle Étoile. La Belle Étoile. Exactement. Puisque le refrain, donc ça commence par Je t'aime jusqu'à la lune, aller et retour. Et c'était un livre qu'elle me lisait quand j'étais petit, que j'adorais. Et elle avait fini par écrire cette phrase qui était dans ce livre sur mon berceau. Et donc c'est une phrase que j'ai du coup beaucoup lue très jeune, qui est toujours restée avec moi. Voilà, un peu comme elle, quoi. Donc, On en reparlera de votre famille, de ce lien avec votre maman et aussi le reste de votre fratrie. Vous parliez d'actes manqués, il y en a un autre qui est juste, on en a parlé aussi, juste avant que ça commence à tourner, c'est Deus. Alors ça c'est vraiment pas fait exprès, là, c'est juste une marque que j'aime bien, mais effectivement c'est une circonstance. Et vous disiez, vous n'étiez pas du tout... Non, j'ai pas pensé. Vous n'avez pas du tout pensé. Non, c'est ce qu'on appelle aussi un acte manqué, ça tombe bien sur KTO. Deus, Dieu dont on parlera aussi dans votre parcours. Et ici, puisqu'il nous accompagne aussi, il vous accompagne dans vos chansons. Alors, on va parler déjà de votre actualité. Il n'y a pas si longtemps, première Olympia, c'est pas rien. Vous vous êtes fait connaître dans les années 2020, au moment du confinement. Depuis, c'est l'explosion. En 5 ans, vous avez commencé à traverser les différentes scènes de province, à Nantes et ailleurs. À Paris, ça a été la Boule Noire, la Maroquinerie, la Cigale. La Cigale, oui. Et maintenant, l'Olympia en 20minex. Et je crois que c'était carton plein aussi. Quelle expérience. C'était complet. Donc déjà, c'était un miracle. Enfin, c'était pour moi une expérience de dingue. Quand j'ai commencé la musique dans ma chambre, quand j'ai sorti Coco, donc mon premier morceau qui était un morceau homemade, quoi, donc c'est dans ma chambre avec les moyens du bord à l'époque, je m'étais dit imagine un jour tu fais l'Olympia. Et puis donc j'ai commencé pendant le confinement, et puis à la fin du confinement, j'ai commencé à sortir plus de morceaux, mais je finissais mes études d'avocat en parallèle. Et à la fin de mes études d'avocat, ce qui était marrant, c'est que je faisais un stage cours Édouard VII, donc à Paris, dans un cabinet. Et donc je passais tous les jours devant l'Olympia. Et c'est à la fin de ce stage que j'ai décidé de me lancer à fond dans la musique. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à faire les concerts à Paris, donc Boule Noire. Et donc finalement, ça m'a ramené à l'Olympia 2 ans après. Donc, vous étiez à la croisée des chemins, Exactement. Avocat ou artiste. Exactement. Bon, finalement, ça a été artiste. Au pire, vous pouvez vous reconvertir. Toujours. Si ça ne fonctionne pas, mais bon, pour le moment, vous êtes bien engagé sur la voie de l'Olympia. Bon, ça a dû être vraiment un miracle. Ouais, c'était un moment extraordinaire. C'est vrai qu'une fois qu'on lance l'Olympia, on se dit on se demande si on va y arriver, à faire le show, à vendre les billets. Et puis finalement, tout s'est passé comme prévu. Et c'était un moment
inoubliable pour moi, évidemment. Pas trop de transcendant. trac, de stress Alors, je suis très stressé normalement avant les concerts, extrêmement stressé. Mais bon, là, j'ai été stressé l'après-midi. En fait, notamment à Paris, je suis stressé que les gens viennent pas. Donc, même si je vends des billets, j'ai toujours peur que, pour une raison ou pour une autre, les gens se déplacent pas, ils ont oublié, tout le monde a la grippe. Donc ça, c'était ma peur à l'Olympia, c'était que tout le monde ait la grippe. Et que du coup, personne ne vienne. Et puis, une fois que les gens sont arrivés, là, j'étais vraiment plus du tout stressé. J'avais hâte d'y aller parce que c'était un peu 5 ans de boulot, enfin 2 ans à plein temps, mais bon, j'ai commencé en 2020. Donc, on va dire 3 grosses années de boulot, de sacrifice. Donc j'avais hâte d'aller sur scène et donner le meilleur coup. Vous avez donné Coco, votre première chanson aussi ? C'est peut-être le seul morceau que j'ai pas fait finalement. Coco, mais Coco, pourquoi Coco ? Racontez-nous un peu la genèse de ce premier morceau. Je pense que j'étais assez pudique à l'époque en tant qu'auteur, donc je n'osais pas trop écrire vraiment, m'exprimer vraiment. Donc je choisissais des textes assez minimalistes, très abstraits, qui parlent un peu à tout le monde et en même temps à personne. Enfin, bon. Donc j'étais avec un pote qui s'appelle Tristan, et puis à l'époque on avait décidé du coup de faire un morceau, parce que voilà. Et donc on avait trouvé ce refrain devant un piano, quelle heure est-il allô, ouais, t'as le style Coco. Bon, je pourrais pas trop vous dire pourquoi. Et parce que Coco... Non, en vrai, il n'y a rien de... C'est peut-être la seule chanson finalement, et après ça n'a plus jamais été le cas, où il n'y avait pas tellement de sens derrière les paroles. C'était un peu un hommage aux vacances, mais un hommage... Si on lit vraiment le texte en filigrane, on peut se dire que c'est un amour de vacances, mais c'est très très pudique, c'est très très imagé. Voilà, c'était les premiers textes où j'avais peur un peu de m'exprimer vraiment. Parce que maintenant on dit que vous êtes un artiste plutôt d'électro-variété, avec des textes justement, chanteur à texte. Donc c'était pas le cas à l'époque. Au tout début c'était moins... j'écrivais moins ma vie, je me livrais moins, quoi. Voilà, je me livrais moins, et puis petit à petit on prend un peu plus confiance en son écriture. On comprend que les gens ils aiment bien aussi toucher à quelque chose de plus intime, tout en étant toujours... Voilà, moi j'écris pas mes chansons comme un journal intime, mais voilà, toucher cette sphère un peu plus personnelle. Et on comprend que ça plaît, du coup, on le fait de plus en plus, et puis après, on trouve un peu ce juste milieu. Et c'est le cas notamment d'une de vos chansons phares, Monsieur Papillon. J'imagine qu'elle a été très applaudie au moment de l'Olympia. Oui, c'est un des moments forts du concert à chaque fois. Oui, c'est le moment fort du concert à chaque fois. Alors, il y en a d'autres, mais ça, c'est partie des très forts. Et justement, elle est assez intime, on en reparlera. Je vous propose d'écouter un petit extrait, puisque vous nous avez fait le plaisir de jouer et de chanter, d'interpréter la chanson juste avant l'émission. On écoute. Il a toujours réponse à tout, mais pas pour n'importe qui. Il n'aime pas les gardes à vous et pleure quand il a trop ri. Il jeta tous ses crayons quand un jour on lui a dit que maman, papa, papillon ne s'aimerait pas pour la vie. C'est pas la moitié d'un frère, ni d'un fils, ni d'un ami. C'est l'univers tiré d'un trait, c'est de la putain de dynamite. Tu le verras pas chez Ardisson, mais moi c'est la star de ma vie. Voilà Monsieur Papillon, qu'y a-t-il encore à dire? Connais-tu l'histoire de Monsieur Papillon? Il était une fois un petit garçon. Papillon Mehdi, où vont tous ces chats à voile en Normandie? Jouerons-nous au foot cet après-midi? Reviendras-tu me lire une dernière fois l'histoire de Monsieur Papillon? Il était une fois la révolution. Papillon un jour s'envolera pour de bon, mais il sera toujours mon petit garçon. Au revoir Papillon. Voilà, Monsieur Papillon, qui est en fait un petit hommage à votre petit demi-frère. Exactement, voilà, c'est pour ça que qui s'appelle Malo. Voilà, et c'est donc il a 10 ans de moins que moi.
quand ma mère l'a eu. Et donc, c'est un garçon avec qui j'ai grandi, évidemment, mais voilà, ma mère venait de se séparer à nouveau, et du coup, j'ai eu cette relation un peu de grand frère, un peu père, mais très jeune, donc c'était pas non plus ça. Et du coup, c'est pour ça que je dis dans la chanson, c'est pas la moitié d'un frère, parce que pour moi, c'est mon frère, il n'y a pas de... Voilà. Oui, puisqu'à la base, c'est un demi-frère. Voilà, Qui a quel âge aujourd'hui? Il a 19 ans, 20 ans. Ah oui. Ah ouais, non, mais il est en prépa, c'est fou. Deuxième année de 19-20 ans, oui, ça ne peut pas être votre, votre fils, c'est plus, parce que vous-même, vous n'avez même pas encore 30 ans. Exactement, j'aurais commencé un peu trop jeune. Non, mais du coup, j'avais cette relation un peu voilà, hyper particulière et singulière avec lui. Et on a grandi ensemble, et bah, évidemment, il m'a fait grandir, je l'ai fait grandir. Et donc, on a ce lien très fort. Voilà, on était les deux garçons un peu de la fratrie. Et donc... voilà, c'est d'où ce texte au début que j'avais commencé à écrire pour moi, et puis finalement je me suis rendu compte que c'était plus lui, mais parce qu'on se ressemble aussi, donc voilà, c'était ça. J'ai commencé à écrire pour moi, et finalement Monsieur Papillon, c'était Malo. Voilà. Et c'était un texte qui a été un peu validé entre guillemets par Christine Lagarde, puisque je crois que vous avez joué devant elle, qui était votre voisine. Ça, c'est une histoire. Donc la présidente de la Banque Centrale Européenne, quand même. Exactement, encore aujourd'hui. Et non, en fait, c'est une époque où donc, quand on sort du Covid, les lieux publics réouvrent. Et en fait, c'est à ce moment-là, moi, j'ai pas du tout d'équipe autour de moi, de formation musicale d'ailleurs, j'ai rien du tout. Et donc, simplement, les gens, il y a des gens qui commencent à écouter ma musique, qui aiment beaucoup, et du coup, qui m'invitent à aller chanter chez eux, à des soirées, un peu partout. Et donc, notamment, une de ces soirées, je me retrouve à chanter dans un appartement. Et en fait, simplement, la voisine, c'était Christine Lagarde. Et du coup, elle était venue passer une tête pendant les balances. Donc, c'est pendant les tests son en plus. Donc, j'étais tout seul avec elle. Et donc, j'avais chanté Monsieur Papillon devant Christine Lagarde qui avait je crois que vous trouvez ça tout à fait sympathique. Commercialisable. Exactement. Elle a validé, c'est ce que je disais. En tout cas, depuis, il y a eu d'autres titres. Comment est-ce que vous travaillez souvent avec vos inspirations? Je crois qu'il y a des inspirations qui viennent d'un peu partout. Claude François, Dalida, Daft Punk, Mylène Farmer, enfin ça vient même des rappeurs. Ouais, aussi, ouais. Alors, sur mes inspirations musicales, voilà, vous l'avez bien résumé, c'est sur les textes quelque chose de variété, chansons populaires, hein, voilà. Donc les références un peu à l'ancienne, c'est Claude François, Aznavour, Dalida, plus récent, et certainement Biolay, Armanet, Clara Luciani. Et j'aime bien que ce soit dansant, c'est pour ça que j'essaie souvent de réécouter voilà, ce qu'on fait Daft Punk, Justice, voilà, des groupes comme ça qui ont un peu révolutionné l'électro. C'est ce qu'on entend dans Monsieur Disco notamment. Alors ça c'est... oui, oui, alors, Monsieur Disco, on va en parler, mais du coup c'est une posture un peu particulière. Mais donc, en tout cas sur les productions, quoi, la musique qui accompagne, j'aime bien que ça soit dansant. Donc voilà, c'est ces références-là. Puis après dans les rimes, je me suis inspiré. Alors je l'ai un peu moins fait au fil du temps. Je pense que je me cachais un peu derrière ça aussi. Ce qu'on appelle la multisyllabique, donc qui est une technique de rap où on fait rimer plusieurs syllabes d'affilée. Et je faisais beaucoup ça avant parce que ça dirige un peu le texte, ça permet de moins faire de choix. Puis c'est un truc un peu de pudeur aussi parce que du coup les mots sont un peu choisis à notre place. Et finalement, je continue un peu à le faire, mais quand ça vient, quand c'est vraiment utile, quoi. Sinon maintenant je suis un peu moins, je me cache un peu moins derrière cette technique-là. Voilà. Cette technique-là, ça devient plus direct. Fluide, direct. 2025, donc une grande année, grand cru, l'Olympia, oui. Et juste après, donc la sortie d'un nouveau titre, J'aime, J''M. Pourquoi est-ce que vous l'avez sorti juste après l'Olympia et pas pendant? Et pas pendant. Ah, c'est une très bonne question. Alors il y a des raisons, on va dire, de stratégie promotionnelle. De stratégie commerciale un peu pour... Voilà, exactement. Donc il n'y a pas vraiment de raison artistique derrière. C'est une chanson aussi qui est assez difficile à chanter. Donc, voilà, alors il faut dire que c'est J'aime, aime comme Mathieu Chédid, parce que c'est un hommage à Mathieu Chédid. C'est un hommage à Mathieu Chédid. C'est un hommage à Mathieu Chédid. Si j'avais vraiment voulu faire un hommage à Mathieu Chédid, je pense pas que le refrain, j'aurais dit j'adore Mathieu Chédid, puisque c'est ça le refrain, ça dit que j'adore Mathieu Chédid. Au moins c'est simple. Là, au moins le message passe très clairement. Mais si j'avais vraiment voulu faire un hommage à Mathieu Chédid, j'aurais utilisé
Enfin, je serais pas allé aussi direct que ça. C'est plus un hommage justement à ce que lui représente, c'est-à-dire voilà l'artiste quoi, dans toute sa splendeur. Le guitariste, le chanteur, le compositeur, et le fait que ces gens-là, par leur musique, nous donnent tellement de bonheur et tellement de joie, etc. Et en fait, c'est plus un hommage à ça, à ce don que les artistes nous font, plus qu'à Mathieu Chédid en particulier. Voilà, parce que sinon, encore une fois, j'aurais pas dit j'adore Mathieu Chédid si j'avais voulu faire une chanson en hommage à lui. Rapidement, avant de passer à notre deuxième partie, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter ? 2025 doit se terminer comment et pour la suite ? Je pense pour 2025, il faut me souhaiter toujours plus de concerts, parce que c'est toujours les meilleurs moments. Et d'autres albums ? Et surtout, il y en a. Enfin, et peut-être à titre un album, un vrai album de 12 titres. Et vous visez quoi ? Victoire de la musique c'est un rêve que vous caressez ? Bon, je pense qu'on dit toujours que c'est pas un rêve, et puis une fois qu'on l'a, on est content. Je pense qu'on est bien content de les avoir. Ça n'a jamais été un but dans ma vie, mais ça fait partie des choses qu'on peut me souhaiter. Ouais, je le prendrais pas mal en tout cas. Allez, je vous propose de passer à la deuxième partie. C'est la partie où je m'éclipse et je vous propose 4 mots souvent. À tout de suite. Très bien. Sauvant, comment allez-vous depuis tout à l'heure ? Tout va bien ? Tout va encore très bien. Parfait. Allez, on passe tout de suite au premier mot que je vous propose. Le mot réussite. Et qui vous correspond en ce moment. Oui, alors ouais, ça dépend évidemment ce qu'on entend par réussite, mais c'est une question que je me pose souvent. C'est-à-dire, c'est quoi réussir quand on est artiste en fait ? Est-ce que ça se mesure vraiment en salle, en billets vendus, en stream, en followers sur Insta, qui sont un peu les données que tout le monde regarde tout le temps, hein, finalement, qui sont un peu les indicateurs de réussite qu'on entend voilà, dans l'industrie musicale. Hein. Je me demande souvent si j'aurais le sentiment de plus réussir en faisant toujours plus. Voilà. C'est-à-dire, est-ce que si je fais la tournée des Zéniths, j'aurais plus le sentiment d'avoir réussi qu'en faisant l'Olympia ? Et je crois que la réponse n'est pas évidente. Je pense que finalement, la réussite pour un artiste, c'est quand même vraiment un exercice de vérité. Plus que, évidemment, il faut remplir des salles, il faut faire des streams, il faut que les gens écoutent notre musique, sinon on n'existe pas vraiment. Mais je pense vraiment que une petite salle à Paris, mais avec des chansons qui sont vraiment la transcription de ce qu'on est, de notre sensibilité, de notre intimité, devant 300 personnes qu'on arrive à transporter et à qui on arrive vraiment à donner de la joie, c'est peut-être plus ça à réussir qu'une tournée des Zéniths avec 10 singles radio qui sont pas vraiment la transcription de ce qu'on est, mais plus quelque chose qui marche en fait. Voilà. Est-ce qu'on peut avoir peur de la réussite ? La peur de vaincre ? Alors on peut avoir, je pense, la peur du succès. On peut avoir la peur de l'aboutissement, je pense. Moi, ça faisait partie de mes peurs à l'approche de l'Olympia. C'est-à-dire que moi, mon rêve, ça a toujours été de faire l'Olympia. Donc une fois que je le fais, qu'est-ce qui se passe ? Quand on a rêvé de ça pendant 3 ans, qu'on s'est battu pour, qu'on a fait des sacrifices, toute notre vie était un peu quand même orientée autour de ce but final. À une autre échelle, c'est Taylor Swift qui a dit dans un interview qu'une fois qu'elle avait gagné son 2e Grammy, elle avait littéralement fait une dépression, c'est pas une vraie dépression, mais vraiment elle avait eu un espèce de gros coup dur. Et parce que en fait, tout d'un coup, on n'a plus de but en fait. Le problème de réussir, c'est que parfois ça veut dire ne plus avoir de but. En revanche, avoir peur du succès, ça j'y crois moins. Les gens qui ont peur des foules, qui ont peur de se faire reconnaître dans la rue, etc. Enfin, en tout cas, quand on est artiste et qu'on fait de la chanson, ça me paraît un peu contradictoire. Et c'est en tout cas incompatible d'avoir peur de ça.
Alors c'est vrai que je pose aussi la question parce que j'ai entendu dans une précédente interview que vous aviez un petit peu peur, pas forcément de la réussite, mais de perdre votre liberté à cause de cette réussite, de ce succès. Alors la perte de liberté, c'est, je dirais, je sais pas ce que j'avais exactement dit, mais la perte de liberté artistique, elle vient plutôt au final de l'échec, plus que de la réussite en vrai. Parce que, en fait, moins on va réussir, et moins on va réussir tout seul, plus on va devoir s'entourer de gens qui vont du coup mettre à disposition des moyens financiers, logistiques, des réseaux, et qui du coup vont avoir leur mot à dire sur votre production artistique. Donc, en vrai, c'est quand même la réussite, ça reste quand même un gage de liberté dans la musique, parce que si on réussit tout seul, du coup, on a besoin de l'avis de personne. Et on est complètement libre. Parce que vous avez quand même bataillé au départ. Vous êtes accrocheur, vous êtes battu, vous êtes persévérant. Parce qu'au début, vous ne pensiez pas que ça marcherait, ça ne marchait pas tant que ça. Beaucoup de critiques qui vous avaient affecté. Alors c'était le tout début, ouais, quand je commence en fait en autoprod, ce qu'on appelle autoprod chez moi, c'est que je faisais tout seul dans ma chambre. J'avais pas de formation musicale, j'avais pas d'entourage artistique. J'avais regardé quelques tutos sur YouTube pour apprendre un peu à produire et à arranger mes morceaux, mais c'était très sommaire. Et donc quand je commence, c'est vrai que ça convainc assez rapidement un premier public, mais en tout cas ce qu'on appelle l'industrie musicale, pas du tout. Et j'avais notamment envoyé Héloïse, donc mon morceau qui a quand même le plus, encore aujourd'hui, le plus marché. J'avais envoyé Héloïse à 170 médias, labels, directeurs artistiques, etc. Et tout le monde m'avait répondu que c'était complètement nul comme chanson et que la prod était horrible, etc. Donc c'est vrai que ça a été des débuts difficiles et ça reste toujours difficile. C'est la vie d'artiste, c'est une vie de rejet, d'invalidation constante. Mais voilà, tant que les gens écoutent, tant que les gens viennent au concert, ça avance et on continue. Là, vous avez davantage confiance en vous. Vous l'avez toujours eu, cette confiance. On sent que vous tracez votre chemin, désormais. Je pense pas avoir vraiment hyper confiance en moi. En tout cas, pas au début. Pour ça, je me cachais beaucoup. Je m'étais jamais. Vous avez vacillé. Ouais, ça. Mais petit à petit, on prend confiance en sa production artistique, là, dans l'écriture, les mélodies, quand on voit des gens chanter nos chansons, on se dit voilà, qu'il y a un truc, qu'on sait faire quelque chose, et du coup, on le fait de plus en plus. Mais je pense pas à l'origine, j'avais vraiment confiance. C'est assez inexplicable la raison pour laquelle j'ai tout d'un coup voulu commencer à vraiment sortir des morceaux et de la musique, alors que rien vraiment m'y poussait ou ne m'y a amené dans ma vie. Pour terminer rapidement sur la réussite de sa vie ou la réussite dans la vie? Vous voyez la différence? Pas exactement, je pense. Enfin, si je me pose 5 minutes, je pourrais avoir ma théorie, mais j'ai peur que ce soit pas la bonne. Ah ben dites toujours. Réussite de la vie. C'est quoi la différence entre réussir sa vie ou réussir dans la vie? Alors, réussir dans la vie, je pense que c'est faire la tournée des Zéniths, et réussir sa vie, ça serait plus être tout simplement heureux, quoi, s'accomplir, je dirais. Je pense que réussir dans la vie, il y a quelque chose de forcément plus business, enfin en tout cas matériel, quoi. Et donc entre les deux? Et entre les deux, je vais réussir sa vie, évidemment. De toute façon, quand on est artiste, il faut quand même, surtout voilà, maintenant que la période du disque est finie, c'est pas réussir dans la vie. Il faut pas y aller en se disant qu'on va devenir riche, quoi. En tout cas, sinon on est un peu déçu pendant assez longtemps, en tout cas. Eh oui. Allez, deuxième mot, le mot famille. Famille. Alors, je crois que vous êtes né le 1er mars 1992 à Neuilly-sur-Seine. Ah, 96. 96, oula. Faut pas vieillir comme ça. Bon. Vous êtes né le 1er mars 1996 à Neuilly-sur-Seine. Ça, c'est le début de Louis. Exactement, de Louis. Quelle enfance avez-vous vécue? Manifestement avec donc des divorces, des séparations.
Ouais, alors ça a été un peu le lot de mon enfance. J'ai une enfance privilégiée, une famille aimante. On n'a jamais eu de problème, mais c'est vrai qu'il y a eu des divorces, plusieurs, des remariages, et donc je suis un peu issu d'une famille, ce qu'on appelle une famille recomposée. Mais alors moi, c'est vraiment un vrai accordéon. Donc j'ai des demi-frères, des sœurs, ce que j'appelle des quasi-frères et sœurs, donc les enfants de ma belle-mère qui avait eu des enfants d'un premier mariage, donc voilà. Mais c'est assez riche au final. Voilà, au début, évidemment, il faut que chacun trouve sa place, donc c'est forcément un peu compliqué. Surtout à une période où les parents sont encore jeunes, en fait, finalement, on se rend pas compte, mais ils n'étaient pas beaucoup plus vieux que moi, finalement, à l'époque. Donc il faut que chacun trouve sa place, ça prend du temps. Mais une fois que tout le monde l'a, c'est évidemment très enrichissant parce que du coup, j'ai plein de relations particulières, différentes, singulières, un peu uniques avec toutes ces personnes-là, puisque quand même, mon petit demi-frère, voilà, je le considère comme un frère. J'ai été un peu un quasi-père pour lui. Voilà, on a toutes ces relations-là qui sont hyper diverses, hyper riches. Et donc, voilà, moi, c'est sur tout ça que je me suis construit, même si, évidemment, au début, tout était un peu voilà, vacillant. Quoi, voilà. Vous avez combien de frères et sœurs ? Alors, j'ai une sœur, un demi-frère, et j'ai ensuite 2 quasi-frères et une quasi-sœur. On appelle ça des beaux-frères et des belles-sœurs parfois, mais c'est pas vraiment ça, parce que c'est pas les maris ou les femmes de mes frères, ou de mes frères et sœurs, donc j'appelle ça des quasi-frères et sœurs. Voilà. Que vous voyez régulièrement. Régulièrement, bien sûr. Je vois tout le monde régulièrement, hein. Très régulièrement d'ailleurs. De plus en plus d'ailleurs, je dirais. Une famille unie, malgré la recomposition. Une famille unie. Alors tout le monde passe pas ses vacances ensemble, évidemment. Hein. Mais en tout cas, moi, je suis proche de tout le monde et j'y tiens. Je pense que avec les années, c'est un peu comme le soleil. Je trouve quand on est jeune, on se rend pas trop compte à quel point c'est important. Et puis en vieillissant un peu, on se dit que finalement, il n'y a quand même pas grand-chose d'autre qui compte. Et quand on parlait de réussite d'ailleurs, juste avant, je pense que moi aujourd'hui, j'ai vraiment l'impression que réussir ma vie, c'est rendre fier ma famille. Voilà. C'est un peu ça, et toute ma famille d'ailleurs. Voilà. C'est recomposer dans son ensemble, avec ceux qui s'entendent pas. Moi, je les aime tous. Donc voilà. Beau message d'amour. Vous êtes un peu un trait d'union. Bah ouais, peut-être. Un peu, ouais. Bah, je sais pas si j'essaye d'ailleurs, mais juste j'aime bien préserver tout ça, quoi. C'est important. Il y a la famille de sang dont vous venez de parler, la famille de cœur. Ouais. Elle est composée par qui ? Ma famille de cœur. Ouais, déjà quand même cette branche de ma famille avec qui je partage pas de sang, mais qui sont pour moi aussi pareil, qui font partie de ma famille, donc ma belle-mère, mes quasi-frères et sœurs. Et puis dans ma famille de cœur, j'ai des amis très proches qui me suivent depuis que j'ai 14 ans, 15 ans, et avec qui on s'est jamais vraiment quittés. Alors ils habitent pas tous à Paris, je les vois pas tous souvent. Mais bon, déjà, je dis tous, mais ils sont peu. Hein. Ils sont 2, 3. Et eux, c'est quasiment ma famille aussi. Voilà. Quelles sont les valeurs familiales qui vous ont le plus marqué, qu'on vous a transmis ? Je pense, de ma mère, la notion de sacrifice, vraiment. L'abnégation totale pour ses enfants. Elle nous a absolument tout donné. Malgré les séparations, malgré nous, évidemment, on a eu nos adolescences, on n'a pas toujours été facile. Et elle nous a absolument tout donné. Et quand je regarde ma sœur et mon demi-frère, donc, puisque c'est les enfants qu'elle a éduqués, je trouve que on ne peut pas mieux réussir en fait une éducation, à mon sens, puisque on s'aime, on est soudés, on se respecte, et ça a été vraiment l'œuvre de ma mère. Et je pense que de mon père, il y a la notion de veille, c'est-à-dire il veille vraiment sur moi, quoi.
il fait vraiment attention à ce qu'il m'arrive rien. Enfin, en tout cas, le moins possible. Il m'arrive forcément des trucs. Et ouais, cette notion de suivi, de jamais lâcher, de toujours se demander si l'autre va bien. Voilà. Vous avez été éduqué avec des valeurs chrétiennes. C'est vrai que je parlais de Dieu tout à l'heure en remarquant le petit Deus, l'insigne qui est sur votre torse. Peut-être que je suis allée un petit peu loin en parlant de Dieu qui vous a accompagné, mais toutefois l'éducation catholique vous a accompagné. Oui, bah, en fait, moi j'ai grandi dans des lycées, des écoles catholiques, donc je suis un peu pétri par toutes ces valeurs. Et donc c'est quelque chose qui est ancré en moi. Je dis souvent que j'ai pas la chance d'avoir la foi, parce que je pense que c'est une chance. C'est en tout cas, je pense que c'est quelque chose de précieux quand on l'a. Et voilà, pour l'instant, moi, je l'ai pas. Peut-être que ça viendra. Mais en tout cas, j'ai cette éducation et j'ai ces valeurs et qui sont pour moi transcendantes et qui sont présentes dans ma vie. Et je pense aussi, je pense que je m'en rends pas forcément compte, mais y compris quand je mets des vestes Deus. Je sais pas si c'est vraiment un acte manqué, mais je pense qu'il y a toutes ces valeurs-là, elles transpirent partout chez moi, mais même dans mes chansons, dans les messages que je veux faire passer, elles sont consubstantielles à ce que je suis. Voilà. Alors parmi ces valeurs dont vous parlez, je crois que celle-ci, le prochain mot, vous importe beaucoup. Regardez, le mot pardon. Ouais. Bah en fait, je trouve que c'est un bon exemple parce que, encore une fois, n'ayant pas la foi, je crois quand même au pardon, en fait. J'ai une vraie, une quasi-croyance dans le pardon, dans ce que ça permet. Moi, j'ai eu un épisode très douloureux dans ma vie où j'ai vraiment été trahi, et ça a vraiment été extrêmement pénible, triste, ça m'a vraiment dévasté. Et j'en ai fait une chanson qui s'appelle Michel-Ange. Et c'est vrai que tout d'un coup, d'ailleurs c'est un épisode qui m'a inspiré de dire plusieurs chansons, mais notamment Michel-Ange. Et c'est vrai que tout d'un coup, je me suis rappelé un peu de ça, de tous ces... Voilà, du pardon, quoi, et de ce que ça pouvait donner. Et en fait, ça sauve, en fait. Tout d'un coup, en fait, on est mort à l'intérieur de nous, et en fait, on pardonne et on revient à la vie, quoi. Vraiment, ça m'a vraiment sauvé, finalement. Donc, c'est vrai que pour moi, c'est quelque chose de... C'est pas facile, parce que moi, je suis très, très, très rancunier, extrêmement rancunier, revanchard. Mais tout d'un coup, parfois j'abandonne ça et donc je me tourne vers le pardon et ça me sauve vraiment à chaque fois. Vous jetez la rancune à la rivière. Exactement. Ça a pris combien de temps dans l'épisode que vous évoquez? C'est un épisode très intime? Oui, alors super intime, mais ça m'a pris, je pense, c'était début 2022. Donc je pense que j'en sors vraiment là depuis peut-être septembre. Donc ça m'a quand même pris, ça m'a bien pris 2 ans quand même. Ça m'a pris 2 ans et ça a été un long cheminement, je pense. Il y a eu vraiment la colère et puis après la résignation et puis tentative d'oubli et puis on n'y arrive pas et donc on est en colère, etc. Et puis après on veut se venger. Et après, ça a donné des choses aussi, hein, ces périodes-là. Je pense qu'il faut aussi passer par là. Pour pardonner, il faut évidemment haïr, c'est un mot fort, mais il faut être en colère avant. Sinon, on ne peut pas pardonner, selon moi. Donc cette période-là de colère, ça a donné des chansons. Elle n'est pas à jeter, finalement. Mais ça m'a quand même pris longtemps. Et j'ai vraiment pardonné, je pense. Là... Je dis souvent à la rentrée, parce que je pense toujours à la rentrée scolaire, mais on va dire à la fin de l'été. Voilà. Vous êtes apaisé. Exactement. Et cette colère a été productive, comme vous le dites. On peut dire ça, oui. Musicalement, en tout cas. Musicalement, voilà, exactement. Pardonner, ce n'est donc pas oublier.
Non, je pense que c'est impossible. On ne peut pas pardonner en oubliant. Sinon, si j'oublie, je ne peux pas pardonner quelque chose que j'ai oublié. Sinon juste je l'ai oublié, donc j'ai pas besoin de pardonner. Pas, selon moi. Ça vous est souvent arrivé d'être trahi? Franchement, non. Mais du coup, ça fait d'autant plus mal. Parce qu'on l'imagine d'autant moins qu'on peut être trahi. Non, je réfléchis, non, c'est le seul épisode. Moi, j'ai évidemment eu des tracas amicaux divers, mais la vraie trahison comme ça, j'en ai connu qu'une seule. Et ça me va. Je n'ai pas très envie d'en connaître d'autres. Vous voyez une part spirituelle dans le pardon? Ah, complètement, oui. Je pense qu'il y a vraiment... c'est vraiment salvateur pour l'âme, quoi. C'est-à-dire que... oui, il y avait un moment, je n'arrivais pas à dormir. Enfin, je devenais fou, quoi, en fait, vraiment. Et en fait, ça permet vraiment de se sauver, quoi. C'est vraiment salvateur, en fait. On revit, en fait. On revient à nous-mêmes aussi, parce qu'il y a quelque chose d'assez aliénant, au final, dans la colère, dans ce que la trahison peut provoquer chez nous. Et pardonner, finalement, c'est un peu se retrouver aussi soi-même. Et retrouver l'autre, et puis nous-mêmes aussi. N'est-il pas plus difficile de pardonner quand on n'est pas croyant? Je pense qu'on a peut-être moins le réflexe. Et ça a peut-être été mon cas, notamment. Mais je... Vous n'avez pas prié, vous n'avez pas fait appel au Seigneur? Non, j'ai pas eu ce réflexe-là, non. Mais j'ai quand même repensé à tous ces enseignements, en fait, finalement. Et donc, c'est quand même revenu en moi, tout ça. Donc, c'est pour ça qu'il y a quand même une vraie spiritualité dans le pardon, et puis même moi dans ma vie, finalement, dans ces valeurs que j'ai. Et c'est pour ça que le pardon, c'est vraiment le meilleur exemple, quoi. C'est parce que c'est quelque chose qui sauve l'âme. Donc, je sais pas si c'est plus facile quand on est croyant. Je pense qu'on a peut-être plus le réflexe, c'est peut-être plus rapide, et donc on guérit peut-être plus vite. La guérison. Je vous propose de passer au 4e et dernier mot pour poursuivre sur cette quête spirituelle que vous évoquez. Le mot immortalité. Est-ce qu'il vous parle, ce mot? Forcément, parce que... bon, évidemment, c'est un peu... Enfin, il y a quelque chose d'un peu prétentieux dans cette quête-là, mais c'est sûr que quand j'écris des chansons, je les écris pour me dire que dans 20, 30 ans, dans 50 ans, comme les chansons de Dalida, Claude François, Aznavour, on les écoutera encore. Donc, il y a... Vous avez des belles références. Oui. C'est bien, vous mettez la barre haut. Oui, j'essaye, j'en suis encore loin, mais c'est sûr on y pense, quoi. Je me dis toujours qu'est-ce qui nous fait vivre après la mort. Quand on n'a pas la foi, c'est vrai que je pense que ça sert à rien de se dire c'est tout noir et tout. Enfin, je suis pas du tout dans cette logique-là, parce que je suis quand même, voilà, comme on l'a dit juste avant, dans une quête spirituelle un peu constante. Donc je pense qu'il y a autre chose, évidemment. Et donc dans l'immortalité, moi j'y vois un peu, voilà, des chansons qui restent. Et puis je me suis aussi plus basiquement posé la question de qu'est-ce qui reste de nous, même si plus personne n'écoute mes chansons finalement à la fin. Je pense qu'on vit travers... C'est un film qui s'appelle Coco, d'ailleurs, qui est aussi le titre de mes chansons, où on dit... c'est un film très joli, où on dit qu'on vit à travers les souvenirs que les gens ont de nous. Et donc ça marche aussi pour les chansons, mais voilà, je pense que... Inspiré des croyances mexicaines, effectivement. Exactement. Et ça, c'est jamais oublier les ancêtres. Exactement. Ça, c'est un film, je trouve, absolument bouleversant, tellement beau, dans le message, dans tout ce qu'il veut dire. Et donc moi, j'ai un peu cette vision-là, donc marquer... Enfin, en tout cas, marquer les gens qui m'entourent, voilà, mes enfants, si un jour j'en ai, mais tous les gens qui m'entourent pour que
voilà, mon souvenir perdure tant qu'il peut et voilà, à mon échelle, ne pas disparaître complètement comme ça. Donc la nécessité de laisser une trace. Nécessité de laisser une trace, mais après, c'est pas dans le sens où il faut être hyper connu. C'est pas ce que je veux dire. C'est s'il y a une seule personne qui écoute mes chansons encore dans 30-40 ans, je serais très content. Et si d'ailleurs plus personne n'écoute mes chansons, mais que simplement mes arrière-petits-enfants se souviennent encore de moi en se disant tu te souviens de ton ancêtre Louis, il avait écrit 2-3 chansons, c'était marrant, voilà, qui se souviennent juste de moi comme ça, comme un homme heureux, bienveillant et qui a dû donner du bonheur autour de lui, ça serait déjà pour moi, c'est ça pour moi l'immortalité. Voilà. La trace déjà laissée parmi ses descendants. Vous y pensez à la mort? J'y pense malgré souvent, votre jeune âge, oui. J'y pense. Alors, je pense que la première fois que j'y ai vraiment pensé, je crois que c'est quand j'ai eu 27 ans. Je trouve que 27 ans, finalement... C'était l'an dernier, non? C'était il y a 2 ans. Il y a 2 ans. J'ai eu 29 ans le 1er mars. Et je trouve que 27 ans, on quitte vraiment la zone du très jeune, finalement. Quand on a bon, évidemment 14-15 ans, mais de 18 à 26 ans, on est vraiment jeune. C'est pas juste on n'est pas vieux, on est vraiment jeune. Alors que tout d'un coup, 27 ans, je crois que je me suis très mal, j'étais dans mon lit, je me suis tout d'un coup dit, en fait, je vais mourir. En fait, les gens qui m'entourent vont mourir. Et ça va arriver un jour, en fait. C'est un peu comme la fin des vacances qu'on n'envisage jamais, puis tout d'un coup, on se rend compte que ça va finir, la fin des grandes vacances, quoi. Tout d'un coup, on est le 29 août. Et donc là, j'ai un peu ce sentiment-là, et du coup, j'y pense pas mal. Mais je pense que c'est pas une mauvaise chose. Du coup, je trouve beaucoup rapproché de ma famille. Je me dis que c'est des moments, chaque moment que je peux partager avec eux, faut que je le fasse, faut que j'y aille. Parce que mine de rien, ça ne sera pas éternel, même s'il nous reste évidemment beaucoup de temps et beaucoup d'années pour profiter les uns des autres. Mais finalement, c'est une prise de conscience qui est plutôt utile, je trouve. Alors, cette date des 27, c'est vrai que ça résonne avec le club des 27. Tous ces jeunes artistes qui sont décédés à l'âge fatidique de 27 ans. Jimi Hendrix, Janis Joplin, Amy Winehouse. Vous pensez qu'il y a un lien avec ça? Je me demande. Franchement, j'y avais jamais pensé. Et c'est vrai que moi, ça a été vraiment le coup de bâton, les 27 ans. Et peut-être qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui ressentent ça. Peut-être les artistes qui ressentent ça toujours à cet âge-là et qui, du coup, se morfondent. Alors, dans le club des 27, il n'y a pas que des gens qui ont fait des dépressions. Il y a aussi des accidents. Donc, il y a parfois juste des coïncidences. Mais bon, il y en a quand même aussi qui sont nés de névroses intérieures, on va dire. Et donc c'est vrai, peut-être que 27 ans, finalement, ça marque moins comme âge que 30, 40, 60, évidemment. Mais finalement, j'ai vraiment le sentiment que c'est là qu'on quitte vraiment la jeunesse. Donc c'est peut-être pour ça que c'est vraiment le plus dur. Un âge charnière. Exactement. Qu'est-ce que ça vous fait d'être très apprécié par la communauté catholique? Bon, ça me fait plaisir, évidemment. C'est mon premier public, donc en fait... Vous l'attendiez? Non, pas tellement. Ou c'était une surprise quand même? C'était vraiment une surprise. Après, quand on y réfléchit, c'est vrai que mais des chansons variétés avec des paroles. Quand on regarde Monsieur Papillon, par exemple, c'est vrai que c'est quand même imprégné de toutes ces valeurs-là. Donc au final, est-ce que c'est vraiment une surprise? Je pense pas. Simplement, n'ayant pas la foi, c'est vrai que c'était parfois un peu surprenant. Mais en tout cas, c'est le premier public qui m'a suivi, donc je leur dois beaucoup. Donc c'est évidemment avec grand plaisir que j'espère qu'ils continuent à écouter ma musique. Vous avez chanté dans des églises? Non. Pas encore? Non, jamais. Parce qu'en fait, je fais quand même pas de la pop louange. Même parfois dans mes textes, je peux parler de sujets, ça peut être... Ça peut être la colère, la haine, parfois c'est même le sexe, parfois je dis des gros mots. Donc c'est vrai que c'est vraiment assez loin finalement quand même de la pop louange. Donc ça aurait vraiment pas trop sa place dans une église, je pense. Enfin, je pense que le mélange serait finalement assez bizarre. Mais donc je l'ai jamais fait, non. Peut-être un jour. Oui, peut-être.
Pour revenir sur immortalité et l'âme, comment imaginez-vous l'au-delà ? Alors je pense qu'en fait, mes dernières réflexions, c'est que quand on imagine l'au-delà, j'ai l'impression, à titre personnel, que peut-être on essaie trop de se projeter sous une forme de conscience actuelle. C'est-à-dire que notre cerveau, quand il fonctionne, il projette, donc c'est ce qu'on appelle une conscience, quoi. Donc la conscience des événements, notre vision et tout, nos sens. Et du coup, j'ai l'impression que quand on imagine la vie éternelle, on se dit un peu, bon, bah, du coup, je vais arriver dans un endroit, je vais sentir des choses, je vais voir des lumières, il y aura quelqu'un qui va me parler. Ou alors, on se dit, bon, il y aura rien de ce que j'ai, ce que je vois aujourd'hui. Il n'y aura pas de lumière, il y aura pas de gens, je serai tout seul, ce sera le chaos, voilà, ce sera tout noir. Et je pense qu'en fait, il existe une autre forme de conscience, en fait, qu'on on peut exister autrement, ne serait-ce que... même si on n'est pas du tout croyant, exister dans la terre. Voilà, si on rejoint la terre et qu'on est on est de la terre, bah voilà, on vit dans les arbres, finalement on fera pousser des fleurs, donc on existera quand même, mais sous une autre forme de conscience. Mais simplement cette conscience-là, c'est impossible de savoir, c'est très difficile de se l'imaginer, quoi. Donc moi je projette une autre forme de conscience qui est du coup très loin de ce qui existe sur Terre, enfin de notre expérience terrestre, mais c'est impossible de savoir, quoi. Je pense que j'ai pas envie de savoir, d'ailleurs. Est-ce que vous redoutez ce moment ? Ouais, évidemment, ouais. Je le redoute beaucoup. Après, j'ai trouvé quelques moyens un peu pour me rassurer. Déjà, évidemment, tout le monde meurt. Donc, il y a quelque chose de collectif, finalement, dans ce mouvement. Donc, on se dit, finalement, ça serait terrible de se dire qu'il y en a certains non, d'autres oui. Ça serait vraiment très, très dur de se l'imaginer. Et je me dis, alors ça paraît, on peut croire que c'est un peu une blague, mais je le pense quand même assez profondément. Tout le monde est mort. Tellement de gens sont morts depuis le début de l'humanité. Et pourtant, personne ne s'est jamais plaint. Donc je me dis que ça ne doit pas être si terrible, au final. Personne n'est revenu. Pour nous le dire. Oui, là, personne n'est revenu pour vous dire que c'était horrible. Donc, à mon avis, c'est que ça va. Voilà. Message d'espoir, d'espérance. Exactement. Cette peur de la mort, donc, pour vous-même et peut-être vis-à-vis des autres. La perte. Ouais. On pense évidemment à nos parents, quoi, qui a priori partiront avant nous. Mais c'est ce que je disais à mon père, là, c'est marrant qu'on ait cette discussion parce que comme on a 30 ans d'écart pile avec mon père, on voulait fêter nos 30-60 ans l'année prochaine. Et tout d'un coup, mon père m'a dit que ça le tentait pas trop, qu'il ne voulait pas forcément fêter ses 60 ans, etc. Et je lui ai dit finalement j'étais pas si loin que lui, j'allais pas vivre 200 ans pendant que lui il serait mort. Et je lui ai dit un peu pareil que ce que j'ai dit là, c'est-à-dire que au final cette peur de la mort, ça doit juste pousser à encore plus se voir et à encore plus fêter la vie, quoi. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on a de mieux à faire pour nos 30-60 ans que s'entourer de nos amis, de notre famille qui nous aiment, faire un peu une fête et fêter ça, quoi. Fêter le fait qu'on s'aime et qu'on va bien. Et que c'est tout ce qu'on peut espérer de la vie. On va terminer là-dessus, fêter la vie. Des belles paroles. Merci Sauvant, je reviens auprès de vous pour la conclusion. Merci beaucoup. À tout de suite. Tout de suite. Sauvant, je suis de nouveau en face de vous. Alors, comment est-ce que vous avez vécu cette expérience ? C'était top, j'aurais pu faire ça pendant encore 1 heure, encore plus de mots. Donc vous étiez bien détendu ? Ouais, c'est super, c'est un bon exercice. Justement, à propos de mots, est-ce qu'il y en a un qui vous a davantage séduit, marqué, intéressé ? Je pense que c'est quand même j'hésite entre immortalité et pardon, parce que le pardon, ça m'a quand même sauvé. Finalement, immortalité, je dirais immortalité parce que c'est des discussions que j'ai eues plus récemment et dans ma vie de famille notamment, ça a plus d'impact. La pensée, la mort, la vie et ce qui est important de faire tant qu'on est sur Terre. Voilà.
Vous avez terminé d'ailleurs par des jolis propos sur le fait que la vie est une fête. Oui. Je crois que c'est le titre d'un roman d'ailleurs d'Hemingway, si je ne m'abuse. Je crois aussi, oui, effectivement. J'aurais peut-être pu l'écrire d'ailleurs. Non, mais c'était des... C'est comme ça que vous voyez la vie. Il faut essayer de Bah, profiter au maximum. En tout Chaque cas, jour est une vie. Exactement. Mais non, mais c'est simplement de dire qu'est-ce qu'on a de mieux à faire finalement que de se réjouir quand on a des raisons. Il y a des événements tragiques, mais quand on a des raisons de se réjouir, et je pense qu'il faut les trouver, ces raisons, il faut le faire, il faut le fêter. Parce qu'on a, ce que je disais à mon père, on n'a pas grand-chose de mieux à faire finalement. Donc fêter les 60 ans et Voilà. les autres anniversaires. Exactement, et tous. Profiter des occasions pour fêter, pour célébrer. Exactement. Le fait d'être vivant. D'être vivant, d'aller bien, d'être entouré de ceux qu'on aime, voilà, d'être aimé, d'avoir une famille, d'avoir des amis. Voilà, il n'y a pas grand-chose finalement de beaucoup plus précieux que ça, au final. Vous vous rendez compte que vous avez de la chance. Exactement. La gratitude. Et qu'il faut le fêter. Et qu'il faut le remercier. Exactement. Remercier, la gratitude, l'amour, l'espoir, le pardon. Il y a beaucoup de belles valeurs, effectivement, chrétiennes. Qui sont les miennes. Qui sont les vôtres et que vous professez aussi dans vos chansons. Merci beaucoup, Sauvant. Merci de m'avoir accueilli. Je vous rappelle, votre dernier single, c'est J'aime, en plus, avec un M. Exactement. Et puis, je crois qu'il y a peut-être d'autres petites choses qui vont arriver. Il va y avoir de nouveaux concerts, il va y avoir aussi de nouveaux morceaux, donc tenez-vous informés sur les réseaux. Sur les réseaux, bah oui, forcément, étant donné votre génération. Merci à vous, Sauvant. Merci à vous derrière vos écrans. Comme d'habitude, si vous voulez vous revoir l'émission, kto.tv.com, vous connaissez l'adresse. À bientôt, bonne semaine. Merci à vous.